Bonjour, ravi de vous retrouver dans Lumière intérieure. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir un homme multitâche. Il est chanteur, comédien, acteur, humoriste, auteur également, écrivain. J'ai le plaisir de recevoir Michel Leb. Michel Leb qui vient nous retrouver sur KTO. Ravi de vous accueillir. Merci. C'est pas la première fois en plus que vous venez chez nous, Non. à KTO. C'était il y a quelques années. Oui, il y a une petite dizaine d'années, oui, pas plus. Ça vous laisse un bon souvenir. Excellent. Bon, j'espère que celui-ci sera du même tonneau. On verra bien. J'espère, oui. Pas de raison. En tout cas, vous êtes parmi nous pour parler de votre pièce qui a repris et qui est jubilatoire, Les Pigeons, Oui. Francis Huster, Michel Leb, qui incarne deux comédiens un peu ratés en fin de carrière. Il y a aussi Chloé Lambert Oui. qui Et Philippe participe. Vieux. Oui, On est 4. et on est 4 qu'on découvre à la fin. Alors, on va peut-être pas tout dévoiler. Non, on va pas tout dévoiler. On va pas tout dévoiler. C'est écrit par Michel Leb, Oui. par vous. Je le connais bien. Vous connaissez bien. On regarde et on en reparle. D'accord. Serge. Bernard. Ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Bah et toi? Ah ouais, moi je suis là pour le casting. Hein. Moi aussi. Je crois que c'est la première fois. Quoi la première fois? Bah la première fois qu'on passe un casting tous les deux. J'ai fini les 3 jours de tournage des films de Junio. Gérard? Non, Lucien. Et là, on me propose une pièce avec Lucchini. Fabrice? Non, Jean-Claude. Oh. J'ai même pas eu le temps de voir mon fils grandir. Quand je pense qu'il a eu 35 ans, je connais à peine sa femme, qui soit dit en passant est moche comme tout, mais enfin bon. Et mon petit-fils, c'est pareil. Il est moche aussi. Mais non! T'es rien du tout, Serge. T'es pas une star, t'es que dalle. T'es juste un acteur qu'on prend de temps en temps pour donner la réplique à un autre, c'est tout. Pardon, quelquefois j'ouvre une porte, je dis une réplique et je ferme la porte. Eh ben, c'est ce que je viens de dire. J'ai assez bourlingué pour plus perdre mon temps à jalouser les autres. L'auteur de ce scénario, et il se sert de quelque chose qui nous concerne tous les deux. C'est un pur hasard. Un pur hasard. C'est un hasard, point, c'est tout. Je joue pas avec ça, on sait pas si c'est du cinéma ou pas. Alors, le pitch, comme on dit, est assez précis, c'est bien ça. Deux comédiens un peu ratés, Bernard et Serge, et qui se termine sous forme de mise en abîme pour cette fin. Un peu, c'est-à-dire qu'effectivement, deux acteurs qui n'ont pas tout à fait réussi se retrouvent au même moment, le même jour, à la même heure, sur le même casting. Voilà, donc ils se connaissent depuis toujours, ils ont fait des castings toute leur vie, ils n'ont jamais réussi à passer un certain stade. Et là, au cours de cette rencontre tout à fait par hasard, sur le même film, ça donne lieu à donc un échange à la fois amical, à la fois un petit peu concurrentiel, parce qu'ils ont beau se connaître, ils sont quand même Un peu aigris. Ils sont un peu aigris, c'est ça. Ils n'ont pas réussi tout ce qu'ils voulaient réussir, et donc il y a une espèce d'aigreur, de petite nostalgie aussi du passé, du temps qui passe, il y a tout ça. Mais en fait, ils sont pigeonnés. C'est pour ça que ça s'appelle Les Pigeons. Ils sont pigeonnés. Ils sont dans une situation complètement surréaliste. Et petit à petit, au cours de la pièce, on va se rendre compte qu'ils ont été les victimes d'un énorme pigeonnage. Ça, c'est à découvrir. On ne va pas en dire plus. C'est difficile d'en dire plus. C'est difficile d'en dire plus. Il y a un peu une pièce dans la pièce, d'où cette mise en abîme Ouais, d'une certaine ouais, façon, ouais, qui est ça. très surprenante et très sympa. Ça surprend le spectateur. Il y a des rebondissements, quoi. Et il y a des rebondissements constamment, on ne s'ennuie pas une seule seconde. Il y a un peu de vécu lorsque vous écriviez cette pièce. Vous l'avez écrite quand? J'ai écrit pendant le confinement, le premier confinement. Et c'était l'occasion d'écrire, parce que quand on bosse beaucoup, quand on est en tournée, ou qu'on est tous les soirs en scène, on a un peu de mal à prendre son temps pour écrire, on est un peu fatigué. Tandis que là, pendant 7 ou 8 mois, Tranquille. on était tranquille, donc je me suis régalé à écrire la pièce. Et vous êtes inspiré de qui? De Ça m'est venu, vous, c'est de une- vos propres expériences? Non, ou pas non, du non. tout? C'est une idée qui me trottait dans la tête depuis Ouais. longtemps, et je me suis dit, bon voilà, c'est l'occasion ou jamais de l'écrire. C'était quelque chose qui me touchait, parce que je suis toujours très touché par les gens qui veulent y arriver, quoi, et qui, pour des raisons X, Y, professionnelles, ou de santé, ou de niveau, peu importe, n'y arrivent pas. Et c'est toujours touchant, parce que ils veulent faire ce métier, ou ils veulent accéder à un certain stade, dans tous les domaines d'ailleurs, hein, pas seulement au théâtre. Et c'est toujours touchant de voir des gens qui s'accrochent,
Donc vous pensiez à certaines personnes en écrivant? Non, j'avais pas, non, franchement, Non très honnêtement, non. Non, c'est un monde, c'est un univers des gens qui. Et même dont vos on connaît propres le nom. questionnements en tant qu'artiste, c'est vrai qu'on se remet tout le temps en question. Oui. Donc il y a ce questionnement qui transparaît aussi dans la pièce. Oui, voilà, c'est-à-dire quelqu'un qui. Cette fragilité de la carrière. La carrière est fragile de toute façon, quoi qu'il arrive. Alors quand on a une bonne dose d'années derrière soi, on peut se dire, bon voilà, on a fait le boulot, tout va bien. Mais on n'a jamais le sentiment que c'est terminé. Et on se dit toujours qu'il y a encore à faire. Et c'est d'ailleurs ce qui nous pousse à continuer sur scène en se disant, bah, attends, j'ai ce projet-là, je vais faire ci, je vais faire celui-là, je vais faire ça. Et c'est jamais fini, quoi, en fait. Et ça, c'est merveilleux. Francis Huster vous a aidé un peu dans l'écriture? Vous êtes très complice, hein, même dans la vie, Oui. c'est un ami. Oui. Non, il ne m'a pas aidé pour l'écriture. Non, pour l'écriture, pas du tout. Non, j'ai écrit tout seul, comme un grand. Mais quand il a dit oui, quand je lui ai envoyé la pièce, malheureusement, elle a dit oui très vite, malheureusement. Et donc, j'étais obligé de le prendre. Mais il est merveilleux parce que je connais personne de plus positif, de plus enthousiaste, de plus original, de plus inventif. C'est vraiment quelqu'un de merveilleux à travailler avec lui, c'est un régal. Un régal. Alors j'ai bien fait, j'ai tapé à la bonne porte. Et je suis content que le résultat soit aussi brillant. Ouais. Ah, c'est sûr. En tout cas, le personnage qu'il incarne n'est pas aussi joyeux, inventif, enthousiaste. C'est quelqu'un d'assez dépressif. Oui. Le Serge que Francis Huster incarne, plus que vous, hein, Bernard. C'est vrai. C'est vrai. Mais vous savez, Ah ben ça, c'est le métier du intéressant. comédien. Oui, c'est intéressant. Oui, c'est Je intéressant. peux mettre mes pieds comme ça? Ah ben bien sûr. Sentez-vous comme chez vous, à l'aise? Vous êtes souvent comme ça chez vous? Oui, j'adore Bon, ça. bah voilà. Ça détend. C'est très bien. Qu'est-ce que je voulais vous Oui, dire? on parlait de Francis Huster dans Oui, son rôle un on parle peu trop de lui, mais enfin, dépressif. qu'est-ce que vous voulez, on parle trop de lui, mais c'est pas grave. Il est l'inverse dans la vie du rôle qu'il joue. Et ça, c'est formidable. C'est parce que c'est tout l'intérêt d'ailleurs du comédien, d'être, si possible, hors de lui et donner autre chose que sa personnalité. Ou alors il va vers lui. Et finalement, la personnalité et l'acteur se joignent. D'ailleurs, c'est un peu le sujet de la pièce, entre les personnages et acteurs. Quelle est la différence qu'il y a entre les personnages et les acteurs? C'est un peu le fond. Un rôle de composition pour Francis Huster. Pour vous aussi? Bon, ouais, enfin, Bah oui. vous savez, jouer à la comédie, c'est un truc qu'on fait toute la vie, tout le temps. Donc, voilà. Tous ces acteurs de nos vies. Toujours. C'est ce que raconte la pièce aussi. Alors, ce qui est très drôle lors de la représentation que j'ai vue, vous introduisez des éléments, c'est le cas de le dire, d'actualité. Oui, enfin bon. Ça arrive, ça, à chaque représentation? Non, mais ça En l'occurrence, arrive, vous oui. aviez parlé de punaises. Oui, Faites attention. oui. Ça arrive ou c'était... Non, mais là, c'est récent, parce que les punaises, Oui, tout le monde c'est récent. ne parle que de ça. Donc, c'est tout à fait récent. L'autre soir, vous étiez peut-être ça, ce soir-là. Oui, j'étais là ce soir-là, c'est pour Ah, ça ben que je l'ai voilà. entendu. Je l'ai fait Et puis, qu'une fois. c'est ça qui est aussi très sympa quand on est dans le public, c'est de voir cette surprise aussi, puisque Francis Huster, je sentais, ne savait pas s'y que vous attendait alliez pas. dire ça à ce moment, il s'y attendait pas. Et c'était hors texte, manifestement. Et c'est sympa. Mais c'est ça qui est agréable aussi, Bah oui. parce que avec lui, on peut se permettre. Il y a des acteurs qui refusent totalement l'improvisation, mais avec lui, il adore ça. Donc, comme moi, je suis assez client de ça aussi, Oui. voilà, ça donne quelquefois des moments un peu piquants comme ça. Et ça arrive souvent que vous improvisez comme ça, en rajoutant des Ça petites... arrive, Bah, c'est oui. votre texte, hein, donc vous Oui, ça pouvez- arrive. Alors, ça ne me gêne pas, parce que c'est mon texte, je ne suis pas du tout Voilà. ennuyé pour ça. Mais au contraire, et je vous dis, comme il est client, ça roule, quoi. Ça roule, c'est sympa. Et lui aussi, parfois, il fait des improvisations un peu Ah en oui, marge du texte. quelquefois. Oui. Quelquefois, le grand Francis Huster de la comédie Oui. française se permet des libertés avec le texte. Mais comme c'est tout à fait gentil et sympa, ça ne me dérange pas une seconde. Ça ne vous surprend pas trop. Non. Exemple? Oh, c'est difficile. ça, vous savez pas Par trop. exemple, quand il me demande... Bon, quelquefois, je lui dis, à un moment donné, je lui dis, vous savez, tu sais, j'ai un casting, là, dans une demi-heure, il faudrait que j'y sois. Et il me dit, c'est quoi comme que je lui dis, c'est du doublage. Ah, du doublage. Et qu'est-ce que tu fais comme doublage? Oui, je lui dis, c'est pour le dernier Disney. Ah bon, le dernier Disney? Et qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, je fais la voix d'un escargot. Ah oui. Ah, la voix d'un escargot, mais c'est incroyable ça. Et comment ça se passe? Je lui dis, mais c'est foutu parce que de toute façon, c'est très court, il se fait écraser dès le se fait- début. Ah bon, alors bon, ça fait ça.
Et il me dit, tu faisais la voix de l'escargot? Je dis, oui. Comment tu fais la voix de l'escargot? Ah, ça, c'est pas du tout prévu. Ah, c'était pas prévu, parce que là, je l'ai entendu aussi. Oui, hein, mais après, bah, maintenant, vous l'avez. C'est récent, hein, ça fait 2-3 jours qu'il me dit, fais voir comment c'est. Ah oui, oui, Alors, parce bon, que j'y je l'ai vais, entendu. quoi. Alors, je suis obligé de Très, faire très drôle. la voix de l'escargot. Ah, ben oui. Vous imaginez ce que c'est? Est-ce que vous pouvez nous refaire la voix de l'escargot juste pour les téléspectateurs de KTO? Non, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'escargot. En petit teaser pour le. Voilà, pour la l'escargot pièce. qui s'appelle Rapido parle à Flash, C'est son ça. petit frère. Alors. Flash, il s'appelle dans le dessin animé. Ah, mais oui, du oui, film. bien sûr. Il lui dit attention, Flash, traverse. Ah, trop tard. C'est terrible. Oui, c'est terrible. C'est drôle. Oui, bon, c'est enfin, drôle. c'est Vous dans avez le vraiment film. une plume comique aussi. Hein. Ah ben moi, je n'aime Ah, que c'est- ça. Maintenant, la pièce, je pense, un petit fond de vérité sur le rôle des acteurs et le rôle des personnages, le rapport qu'il y a entre les personnages et l'acteur. D'ailleurs, à un moment donné, la pièce se oui, termine eh oui. sur une question. Voilà. Bon, je vous laisse. On ne va pas reposer la question. on Il peut, faut que vous y alliez. Les pigeons, peut-être des nouveautés en ce moment à Paris. raison. Cette fin, quand même, on revient sur cette fin dont on ne veut pas parler, mais quand même, on l'effleure. Est-ce que vous-même, vous aviez du mal à trouver ce mot de la fin? Oui. Parce que, vous voyez Bien ce que je sûr. veux dire, Oui, c'est- les gens le constateront. Mais oui, c'est pas évident. C'est pas évident de finir. Mais en même temps, c'est curieux parce que quand vous vous mettez à écrire, vous êtes pris dans une machine avec des personnages que vous avez créés qui, quelquefois, vous surprennent. Vous les emmenez quelque part et tout d'un coup, ces personnages réagissent à leur façon. Et j'en suis le premier surpris. Je dis, oui, c'est marrant, il va faire comme ça. Et peut-être qu'il va agir comme ça. Et puis, ce serait bien s'il faisait ça. Et quelquefois, il fait ça, et puis je lui dis, non, on ne va pas faire ça, on va faire autre chose. Alors, le personnage, peut-être que, bon, il réagit à sa manière, mais souvent, il m'emmène ailleurs. Il me dit, attends, j'aimerais bien qu'on aille dans ce coin-là, parce que je trouve que ce coin-là est beaucoup plus joli que celui-là. Bon, alors j'y vais, je le suis. Souvent, les personnages vous emmènent. Et c'est eux qui écrivent l'histoire. Et alors ça, c'est très agréable parce que c'est moins fatigant pour moi. Moi, j'ai quelquefois, la nuit, je me réveille, les personnages me parlent. Je dis, ça y est, bon, alors je prends un petit papier, puis je note 2-3 trucs. Et le lendemain, je développe. Mais c'est vraiment très important que les personnages interviennent parce que on n'est pas seul. On est avec 4, 5, 6 personnages qui sont avec vous tous les soirs. Voilà, même Oui, si c'est on est intéressant. avec... Et ce sont ces personnages qui vous ont soufflé un peu la Oui, fin, oui. comme C'est ça eux se qui- passe sur scène. Eh bien, c'est eux qui vous disent, alors, on est obligé de dire ça. C'est une question, d'ailleurs. C'est une question. Le rapport entre les personnages et les acteurs, c'est fondamental. C'était une obsession chez moi, ça. Et qu'est-ce que c'est qu'un acteur? Quels sont les personnages? Qu'est-ce que c'est que le rapport entre les personnages et les acteurs? C'est ça qui m'intéressait. Et ça a été très bien développé dans la dernière partie de Je ne sais cette pas, pièce, j'espère. Les Pigeons. Si, avec un bel hommage au théâtre, finalement, parce qu'on entend, Ah oui. on entend tous ces noms de personnages, Andromaque, Phèdre, enfin tous ces noms, on les Alceste, entend. Philinte. Alceste, Philinte. Voilà. Allez voir Les Pigeons au théâtre des Nouveautés. Une autre actualité en ce moment, Michel Leb, avant qu'on passe à la deuxième partie de l'émission? Je fais beaucoup de choses différentes. Moi, oui, je c'est chante, je Oui. fais du jazz, etc. Voilà, bon, on Donc, va en parler ma pour passion, cette c'est deuxième partie d'émission. En m'appuyant sur un ouvrage que vous avez écrit il y a quelques années, je crois en 2017, Le dictionnaire de ma vie, avec beaucoup de mots. Et ça tombe bien, puisque dans cette deuxième partie, je m'éclipse et je vous propose 4 mots. Ça n'a pas été très compliqué? Vous ne serez plus là? Non, Je suis désespérant. vous m'entendrez. Mais parmi les mots que je vous propose, vous les connaissez, puisque je les ai puisés dans votre dictionnaire de ma vie. D'accord, d'accord. Entendu? Oui, On se retrouve tout d'accord. de suite. D'accord. Michel Leb, est-ce que vous êtes bien? Vous avez plus vos pieds tendus devant vous? Mais je vais les retendre si c'est ça. voilà. Il suffit de demander. Hein. Je vous propose le premier mot qui apparaît dans votre dictionnaire. Le voici. Le mot divorce. Mhm. Le mot divorce. Michel-Édouard Nicolas Leb. Oui, Michel, Édouard, Nicolas. Oui, oui. Le mot divorce, évidemment,
ça marque un enfant, un divorce. Aujourd'hui, ça semblerait plus facile, plus naturel, plus courant, plus commun. Mais à l'époque, c'est-à-dire il y a plein d'années, c'était pas simple des parents qui divorcent. Et il y avait donc une ambiance assez violente à la maison, quoi. Alors rappelons, vous êtes né en Allemagne, Ouais. à Cologne. Votre père est d'origine allemande, Claude Leb, ingénieur en métallurgie, c'est ça. Et votre maman, Mafalda Forno, dite Mamina, était mannequin. Italienne. Voilà. Et vous avez une sœur cadette qui s'appelle Réjeanne. Voilà. Qui est absolument merveilleuse. Vos deux parents, donc, d'origine différente, divorcent. Vous aviez quel âge? Je dois avoir 9 ans et demi. 9 ans, 10 ans. Ouais. C'est pas la meilleure période de ma vie, hein, parce que on se retrouve tout d'un coup en pension, parce que mes parents ne voulaient pas qu'on soit au cœur du chaos, quoi. Donc ils ont préféré nous mettre en pension, ma sœur et moi, pas dans la même pension, mais moi j'étais chez les jésuites, donc, sérieux, et ma sœur chez les sœurs. En face, d'ailleurs, c'était à Évreux, à Normandie, je ne sais pas si vous voyez où c'est. Et on était chacun dans un collège, quoi. C'était pas très gai, quoi, surtout quand on est gamin et qu'on a vécu jusqu'à 10 ans dans une espèce d'ambiance extrêmement agréable, où tout allait bien, tout le monde s'aimait, il y avait un cocon, et tout d'un coup, bam, tout s'éclate, et ça a été pénible. Ça a été pénible de se retrouver loin des parents, en pension, et dans un univers qui tout d'un coup nous faisait basculer dans une ambiance qu'on détestait, enfin que moi je détestais. Et puis en fait, voilà, j'ai passé 6 ans comme ça. Et ensuite, voilà, je suis revenu à Paris, c'était à Évreux, tout ça, on était en Normandie. Et après on est revenu à Paris, ça s'est calmé, quoi. 6 ans en pension? Ouais. C'est là où vous avez développé vos facéties, Oui. votre humour. Oui, comment ça? Humour, politesse du désespoir. Oui. Oui, parce que c'était un moyen pour moi de m'évader, comment dire, de fuir le collège, de faire des fugues. Et alors j'en ai fait une très concrète, une vraie fugue, et puis j'ai fait aussi des fugues par écrit, c'est-à-dire j'inventais des histoires, ce qui me permettait de rêver, quoi. Pendant les cours de récréation, je racontais des sketchs, des histoires, et je donnais rendez-vous à la prochaine récré comme un petit feuilleton, comme ça à tous les potes qui étaient là autour de moi. Je me rendais compte, j'avais 11 ans, 10 ans, 11 ans. Et puis j'inventais des trucs qui avaient ni queue ni tête, mais enfin qui permettaient de passer le temps. Et puis aussi, j'écrivais des textes où je mettais en cause les profs, les pères. C'était les pères, le père abbé, le père ceci, le père cela. Et donc, un jour, j'avais écrit pas mal de choses où ils étaient concernés. C'était évidemment des histoires un peu louches. Et pendant une composition de mathématiques, en sortant les feuilles pour écrire, il y avait aussi des textes que j'avais fait glisser par hasard en sortant les feuilles. Et le prof de maths est passé juste au-dessus de moi, et il a vu des feuilles qui dépassaient où il y avait des textes écrits, quoi. Et là, il a dit, c'est quoi ça? Alors, j'ai emmerdé, je dis, attendez, non, c'est rien. Non, montrez-moi ça. C'était trop tard, clac. Alors lui, il était même impliqué, ce prof était impliqué dans cette histoire rocambolesque, à la porte, viré, terminé. Allez hop, bon, c'était dur. Hein. Une autre rupture. Oui. Ce divorce, cette épreuve, ce traumatisme. Oui, parce que la séparation, l'angoisse de la séparation, elle vient de là d'ailleurs. C'est une obsession maintenant chez moi depuis toujours, cette espèce d'obsession de l'angoisse de la séparation. C'est-à-dire, si je me sépare de mes enfants, c'est très dur, c'est très difficile, paradoxal, mais à ce point-là, c'est pas tout à fait normal. Je suis très triste de les voir partir pour une raison ou pour une autre. Ils vont là, ils travaillent. Je suis très, très malheureux de ça.
ça dure pas, hein, ça dure le temps du départ, quoi, presque. Peut-être 2-3 heures après, le vide qu'il laisse dans la maison, quelque chose d'insupportable. Mais bon. C'était le cas de votre fils quand il est parti aux États-Unis, notamment pendant 5 ans. Terrible, terrible. Alors que je comprenais qu'il ait envie de sortir du cocon familial et puis surtout de cette ambiance où son père travaillait beaucoup et est connu, etc., et qu'il voulait s'échapper un peu de ça, s'émanciper. Ça, il avait raison. Mais ça a été très douloureux parce qu'il a fallu quand même aller régulièrement en Amérique, à New York en particulier, pour le voir. Parce que c'était... Bon, ben on s'est débrouillé, on y allait. Enfin, ça, c'est normal. Quand je parlais de cette épreuve, de ce traumatisme tout à l'heure, c'était pour peut-être trouver un lien vers cette vocation qu'elle vous a révélée. Oui, parce que, je vous dis, à force de me rendre compte que je faisais marrer vraiment les camarades de classe et les petits copains pendant la récré, je me suis rendu compte que c'était un excellent moyen de passer le temps et ça me faisait du bien de voir mes potes rigoler. Et donc, les périodes difficiles, un peu cafardeuses du collège, étaient gommées assez rapidement par ces périodes où je déconnais. J'étais organisateur de chahut. Je m'arrangeais pour qu'il y ait vraiment de la pagaille. Dans le dortoir, par exemple, on jouait aux billes, bien sûr, et je renversais un sac de billes entier, je me mettais à hurler, le surveillant sortait de sa petite guérite, là où il dormait, il sort, évidemment, les billes, flaf, il se cassait la gueule dans le couloir. C'était un moyen de déconner, quoi. On était contents, ça passait plus facilement. Je vous propose mon deuxième mot, qui est en lien avec un autre mot que vous avez utilisé tout à l'heure, parler de New York et de l'Amérique. Deuxième mot, jazz. Une passion? Ah oui, c'est une véritable passion. C'est-à-dire, pour moi, c'est la mère nourricière de toutes les musiques d'aujourd'hui. C'est la matrice, quoi, le jazz. Et je ne peux pas vivre sans le jazz. J'ai de la chance parce que non seulement je peux écouter du jazz toute la journée, mais je le pratique. C'est-à-dire que je chante avec des orchestres de jazz partout où je peux, au cours de festivals, l'été en particulier, et avec des grands orchestres, parce que j'adore les grands orchestres. Et j'ai de la chance parce que quand on a une passion et qu'on peut la mettre en pratique tous les jours, en tournée l'été, c'est extraordinaire, c'est un vrai grand plaisir. J'ai un orchestre magnifique qui s'appelle les Brass Messengers, qui est un orchestre de Toulouse, dirigé par Dominique Rieu, je le cite parce qu'il a vraiment un orchestre magnifique et il mérite d'être connu vraiment partout. C'est merveilleux de jouer avec des musiciens comme ça. Et donc, j'ai eu du pot parce que, en ayant fait un jour une petite intervention musicale sur une cassette, où je chantonnais des chansons de jazz, etc., j'ai appris que le festival de jazz de Nice cherchait un patron, un directeur artistique. Je me suis présenté. Et là, j'ai été engagé pour être directeur artistique du festival de jazz de Nice pendant plusieurs années. Et là, c'est merveilleux parce que vous invitez les musiciens qui vous ont fait rêver. J'ai invité tous les orchestres du monde et tous les grands musiciens de jazz que j'adorais, Ray Charles, James Brown, je sais pas, enfin, Phil Collins. J'ai invité Nougaro, j'ai invité plein de gens comme ça. C'était très éclectique et merveilleux. Et l'orchestre de Count Basie, qui est un des plus grands orchestres de jazz avec celui de Duke Ellington, est venu aussi invité, avec lequel j'ai pu discuter. J'ai pu lui refiler des cassettes où je chantais. Et les mecs m'ont dit, bon, c'est vachement bien, si vous voulez, venez en tournée avec nous. Ça, alors là, vous imaginez. On a même fait un album, ça s'appelait Bon Basie de Paris. Parmi les mots que vous utilisez, que vous choisissez dans votre dictionnaire, il y a aussi Frank Sinatra. Enfin, nom et prénom. Oui, parce que Frank Sinatra est le plus grand chanteur de tous les temps. Voilà, c'est indiscutable. C'est comme ça. Et il n'y a personne qui le remplace. À part peut-être Michael Bublé, je le dis pour ceux qui aiment la musique et ce genre de crooner. Voilà. Il y avait Dean Martin, bien sûr. Il y avait Vic Damone, il y en avait plein. Mais
Perry Como, il y en avait beaucoup, Mais lui, personne n'a atteint la qualité de chant de Frank Sinatra. Personne. Vous chantez, vous aussi? Oui, je chante de temps en temps avec l'orchestre en question, avec l'orchestre de Dominique Rieux. Et vous avez aussi... vous tenez la baguette de temps en temps? Ah, ça, c'est autre chose. Oui, mais c'est aussi en lien avec la musique. Oui, mais c'est pas du jazz, c'est du Non, classique. c'est du classique, Ouais. de la main gauche. Oui, bon, ça, je suis pas le seul. Gaucher hein. aussi, c'est l'un des mots qu'on retrouve dans votre dictionnaire. Ouais, je suis gaucher, oui. Je suis un peu, comment on appelle, contrarié, parce que je fais, avec main gauche, main droite, plein de trucs. Je peux écrire, par exemple, Ambidextre. oui, je peux écrire avec la main gauche, de la droite vers la gauche, en écrivant comme ça, tac, tac, tac. Et quand on retourne ou qu'on regarde dans un miroir, c'est écrit à l'endroit. C'est un truc un peu... Vous savez, il faut être un peu... D'ailleurs, on est un peu... Hein? Ça vient d'où, ça? Je sais pas. QI, un autre mot. Ah, QI. Un autre mot de votre dictionnaire. QI. QI. Oui, je pense que QI. Quotient intellectuel, c'est ça? C'est ça. Ah, je sais pas. Oui, ça, je sais pas. Alors là, j'ai jamais testé ça parce que j'ai toujours les jetons qu'on trouve des chiffres pitoyables. Donc je dis, je ne le fais pas. Je fais jamais de test de QI parce que c'est... Mes enfants le font, par contre. Mais moi, j'aime pas ça. Et vos enfants ont-ils un rapport avec le jazz? Mais non, enfin, pas le Parce qu'on jazz. a une chanteuse Oui. parmi vos enfants, Fanny, l'aînée. Fanny, Elsa est plutôt actrice-comédienne. oui. Et Tom, lui, il fait les deux, comme papa. Alors, Alors, racontez-nous. Elsa est productrice de cinéma. Elle n'est pas actrice. Fanny est chanteuse et compositrice. Et Tom est acteur et musicien. Voilà. Je vous ai tout dit. Acteur-musicien. Et il chante très très bien, il compose et il est très bon comédien. C'est moi, mais en mieux. Voilà. Vous avez transmis cette fibre à vos enfants. Je ne sais pas, c'est les gènes, vous savez, on les laisse faire. Les enfants, on leur donne d'abord des racines pour qu'ils puissent s'envoler. Vous savez, ça c'est un vieux proverbe arabe qui dit... Hébreu, dans votre dictionnaire. Ah, c'est hébreu? Il faut leur donner des racines et des ailes. Oui, bah, c'est ça. C'est ce que Pourquoi vous j'ai dit écrivez, c'est très joli. Bon, peu importe. Mais si vous voulez, c'est très beau et c'est une phrase qui convient tout à fait à ma façon de voir les choses pour les enfants. Vous parliez de gènes. Votre père était pourtant ingénieur en métallurgie, rien à voir avec l'art. Ma mère chantait. Ma mère était très comédienne et très... toujours prête à se déguiser, à se transformer avec 3 fois rien. Clac, elle faisait une reine ou une femme de ménage ou un clown. Elle était extrêmement... elle se déguisait naturellement tous les Noëls en Père Noël. C'était extrêmement drôle, ça, parce que elle quand on était gamin, enfin, quand mes enfants étaient gamins, elle arrivait du fond du jardin en Père Noël, le soir de Noël. Et elle adorait ça. Et avec sa barbe et ses cheveux foutés, tout ça, le perruque, les enfants ne la reconnaissaient pas. Et j'adorais ça parce que c'était un moment magique pour les petits. Mon père faisait un truc très marrant. Quand j'étais tout petit, avec ma sœur, Réjeanne, le soir de Noël, il se mettait dans le salon, tout ça, dans le salon près de la cheminée. Nous, on était dans le couloir, on n'avait pas le droit d'entrer. Et bon, on entendait mon père qui disait « Bonjour, comment ça va ?» Et il changeait de voix, il disait « Ah, je suis fatigué parce que j'ai beaucoup de choses à porter. J'ai plein de cadeaux. Ah. » Et mon père disait « Oh là là, mais vous en avez trop, là. » « Non, mais ils ont été gentils. » Et nous, on était dans le couloir, là. On était émerveillés à entendre ça. Et ils ont été sympathiques et adorables. Ils ont bien travaillé à l'école. Donc voilà, je vais leur donner. Alors ça, c'est pour Michel. Ça, c'est pour Réjeanne. Ça, c'est pour Mafalda, votre femme, etc. Un truc de dingue. Nous, on était là en plein imaginaire. Ça fonctionnait à 200 à l'heure. Ça carburait, là. C'était génial. Et hop, ils disaient...
allez, au revoir. Mon père dit, vous partez déjà? Oui. C'était génial. Et il ouvrait la porte du salon pour qu'on puisse rentrer. Et puis il disait, dépêchez-vous, il vient de partir. On filait dans le petit jardinet qui était là. Puis il dit, il est là-haut, regardez. Alors on se précipitait, on regardait comme des fous pour voir où il en était. C'est merveilleux, ça. On a passé notre enfance comme ça, quoi. C'était Oui, c'est merveilleux. Ouais. C'est vrai. Quel imaginaire. Dans les gènes, sans doute, comme vous le disiez. Ouais, voilà, c'est ça. On passe au troisième mot. Un mot qui va vous parler aussi, c'est le mot philosophie. Philosophie, Ouais. monsieur le professeur. Il y a longtemps, hein. Ah oui. Il y a longtemps, mais enfin, Racontez-nous. on reste toujours attaché à un besoin de réfléchir, de comprendre, de croire et essayer de savoir. Alors, c'est très bien d'avoir fait, je sais pas combien, je suis agrégatif de philosophie, j'ai passé la grecque, mais malheureusement je ne l'ai pas réussi parce que je foutais rien, il faut travailler énormément. Et c'est dommage parce que j'avais un professeur de philosophie qui était éblouissant, qui s'appelait Vladimir Jankélévitch, que tous les musicologues connaissent, et aussi les philosophes. Il a écrit des bouquins magnifiques. Et il était mon directeur de thèse. Donc pendant un petit moment, pendant toute une année, j'ai fréquenté cet homme absolument merveilleux avec lequel on avait des conversations sublimes et qui m'a apporté beaucoup de choses. Et donc là, passer son année philosophique avec un homme comme ça, c'est merveilleux parce que vous ressortez de là, vous êtes plein enrichi, complètement enrichi. Et tellement plus fort, tellement plus grand. Il était extraordinaire. Voilà, bref. Pour vous dire en 2 mots que c'est un mot qui est fondamental dans la vie de quelqu'un, la philosophie. Dans ma vie, ça a été très important. Et puis, pourquoi? Parce que aussi ma mère voulait absolument que j'aie un métier. Elle m'a dit, si tu fais de la philo, tu seras prof, et c'est mieux que d'aller courir les planches, parce que ça, c'est pas certain, tu vois, les planches. Alors que si tu as un métier, c'est très bien. Bon, je lui dis, écoute maman, je vais faire un peu de philo, d'accord. Je fais de la philo, ça m'a fait vraiment du bien, beaucoup de bien, et ça m'a permis d'enseigner pendant une petite saison, et dans un cours privé comme ça. Et j'avais pris pour habitude d'imiter les philosophes que j'enseignais, Hegel, Kant, ou Kierkegaard, ou Platon, etc. Tous ces philosophes avaient des personnalités, des accents. J'adorais prendre des accents, ça c'est pas nouveau. Mais en tout cas, je faisais des accents des philosophes. Je prenais l'accent de Platon avec peut-être comme ça, des parlait comme un grec. Et je disais, alors bon, maintenant, voilà, les mythes de la caverne. Je vous explique les enfants. Alors, ils grattaient tout ça, puis ils avaient surtout des magnétos, des petits magnétos, des Walkman, des trucs comme ça, comme on disait. Et ils rentraient chez eux, et puis vas-y, alors ils écoutaient ça, et les parents disaient, mais c'est quoi ça, c'est quoi? C'est le prof de philo, il est marrant, il fait des gags, bon, c'était une manière d'enseigner la philo d'une manière un peu marrante, chacun a sa façon d'enseigner, bon, c'était comme ça. Et donc quand ils rentraient chez eux, c'était un peu la pagaille. Et c'est arrivé aux oreilles du proviseur qui m'a dit, bah, écoutez, c'est bien joli tout ça, mais c'est pas possible, hein, vous pouvez pas rester. Je suis parti. Et j'ai fait mon métier, le métier que je fais aujourd'hui. Mais alors, j'ai des élèves, des anciens élèves, qui frappent à ma porte quelquefois. Quand je suis à l'Olympia, j'avais fait ça. Ils venaient frapper à ma porte. Et ils disaient, je suis un de vos anciens élèves, je suis content de vous voir. Ça, moi aussi, j'étais content de les voir, bien sûr. Mais c'est sympa, quoi, d'avoir passé cette période-là. Un philosophe préféré? Oui, Hegel. Pas facile. Hein. Spécialiste de l'histoire? Oui, la phénoménologie de l'esprit, c'était mon livre de chevet. Certains, c'était l'être et le néant. Ça me gonflait, mais profondément, de Sartre. L'existentialisme, c'est moins votre truc? Oui, parce que l'existentialisme est un humanisme compliqué. Hein. C'est pas que c'est pas compliqué, mais c'est-à-dire, c'est autre chose, vous savez. Alors, le bouquin, il était très gros, l'être et le néant. Mais je trouvais que c'était agréable et pendant la guerre, il se servait comme pèse-personne, tellement il était gros, du bouquin. Mais pas moi, hein. Moi je feuilletais. Mais bon, bref, c'est pas très intéressant ça. Vous lisez toujours des philosophes? Mais de temps en temps, oui, là en ce moment, je relis Camus, les carnets de Camus. C'est formidable. C'est des réflexions sur le temps, la vie, l'amour, la mort. C'est beau, c'est simple.
puis j'aime beaucoup Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson, à une époque, quand j'étais en philo, j'aimais pas du tout Jean d'Ormesson. Je disais, ah, cette philosophie, c'est sucré, c'est... Je sais pas, j'aimais pas. Maintenant, avec le temps... Avec le temps, Et tout s'en va. tout s'en va. Oui. Bon, avant de passer au mot de la fin, c'est le cas de le dire, vous verrez. Ouais, j'ai fini. Oui, ça passe vite. C'est horrible. Il paraît que vous avez sauvé une église. Oui. Un jour, je suis à Paris, comme ça, j'ai un copain qui m'appelle. Je vais remonter un peu plus loin. Un jour, je suis à Paris, je suis dans ma voiture, voilà. Et je vais à l'Olympia. Et j'entends sur Europe 1, une radio que vous connaissez bien, j'entends Michel Leb expose Galerie Félix Vercel à Paris, quelques œuvres, etc. Michel Leb, j'expose rien du tout, moi. Je fais demi-tour et j'arrive dans cette galerie, avenue Matignon, et je voyais un petit passe-fesse, il y a des gens, puis il y a des tableaux partout. Je vois Michel Loeb, L-O-E-B. Je dis, ah, c'est une erreur, mais enfin, ça fait rien, je suis là, je vais rencontrer ce peintre. Et on me dit, c'est ce monsieur là-bas. Un homme formidablement beau, sympathique, souriant. Et je viens le voir, je lui dis, bonjour monsieur, je viens voir ce que je peins. Ah, il me dit, eh ben c'est tout ça, voilà. Vous êtes Michel Leb? Je dis, oui. Et vous êtes Michel Leb? Oui. Eh ben voilà, c'est parfait. Ça fait 40 ans. Et on est restés les meilleurs amis du monde. Et je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, parce que... C'était quoi votre question? Je ne sais plus. Ah, pourquoi Sur la cette chapelle? église. L'église. Et opède, puisque ça aussi, c'est un des mots de votre dictionnaire. Voilà. Alors, il quitte Paris un an, il quitte Paris, il s'en va, et il m'appelle. Il me dit, écoute, je suis en Provence maintenant, à Opède-le-Vieux, et on a besoin de tes services éventuellement, est-ce que tu pourrais venir jeter un coup d'œil? Bon, je prends le train, j'arrive à Opède, et là, il me dit, tu vois, cette chapelle là-haut, elle est en ruine, il faut la restaurer. Je dis, bah oui, bon, je ne vais pas la restaurer, moi. Et il me dit, mais est-ce que tu peux faire? Je dis, bah, ce que je peux faire, c'est faire un spectacle, éventuellement, voilà. On fait un spectacle, et la recette va servir à la restauration d'une partie infinitésimale de cette sublime chapelle du 12e qui domine sur un piton, qui domine toute la vallée. C'est d'une beauté, mais à tomber par terre. Alors, je lui dis, bah alors, allons-y. Et on fait le spectacle. On fait le spectacle. À partir de là, le maire vient me trouver, il me dit, écoutez, franchement, c'était formidable, Albert Calvo. Albert Calvo, c'était formidable, il faut revenir. Je dis, attendez, moi je ne vais pas revenir chaque année. Par contre, j'ai quelques amis qui viendront volontiers. Et j'ai appelé les uns, les autres. Ça a commencé par Annie Cordy, qui est venue direct. Et ça s'est terminé par, je crois, Elie Semoun, je ne sais plus, Jean-Marie Bigard, enfin des copains du métier, quoi. Voilà. Et donc, ils sont tous venus, de Bruel à Le Forestier, je vous dis, ça a été vraiment extraordinaire. Et pendant 25 ans, on a restauré cette chapelle. Et maintenant, elle est magnifique. La collégiale Notre-Dame d'Alidon. Qui veut dire Notre-Dame des douleurs. Notre-Dame des douleurs. C'est Transition peut-être toute trouvée ou pas. Ah, c'est pas... Pour ce mot de la fin, F-I-N, quatrième et dernier mot, qui figure aussi dans votre dictionnaire. Le mot fin? Oui. Et pas à la fin. À la lettre F. Oui, bon, pourquoi? Ben non. Pourquoi? Mais non, le mot fin, oui, c'est... Alors, c'est un peu paradoxal ce que je veux dire, mais heureusement qu'il y a une fin. Imaginez qu'il n'y ait pas de fin. Imaginez qu'il n'y ait pas de terme à la vie. Qu'il n'y ait pas de fin à la vie. Et ce serait dramatique. Tout prend son sens précisément parce que ça finira un jour. C'est très important, ça, d'être conscient de ça. Et puis alors, il y a une phrase d'Épicure que je garde toujours en tête. J'espère que je vais bien la dire, parce que quelquefois je me plante. Mais ainsi donc, les mots les plus pénibles pour nous ne sont rien. Car lorsque nous vivons, la mort n'est pas. Et lorsqu'elle est là,
nous ne sommes plus. Donc, la mort n'est rien en soi. Alors, ce n'est pas agréable d'imaginer que, bien sûr, il y aura une fin, mais heureusement. Alors maintenant, la question de savoir c'est est-ce qu'il y a quelque chose après. Il y a cette histoire que j'aime beaucoup, deux vieux messieurs qui se parlent et le premier dit est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose après la mort? Et l'autre lui dit la mort de qui? Ça j'aime bien. Ouais. Voilà. Oui, voilà, il faut prendre la chose un peu à la légère. À la légère. Oui. Même la mort. Oui, si on peut, oui. C'est pas évident. Vous y pensez de temps en temps? Tous les jours. Tous les jours? Je crois que c'est normal. Je crois que c'est normal d'y penser tous les jours. Alors, j'y pense, quand même pas pour moi seulement, mais pour mes enfants, pour mes amis. La fin, la disparition, pour ma femme, bien entendu, c'est très anxiogène. Béatrice, très anxiogène d'imaginer que ça va arriver un jour ou l'autre. De toute façon, comme disait un de mes amis, de toute façon, l'histoire se termine mal. Alors bon, c'est pas très gai, mais c'est comme ça. De toute façon, ça se terminera mal. Voilà, mettez-vous bien ça dans la tête. Ça se terminera mal. Oui, mal ou bien. Enfin, je pense que Pas ça forcément, mais pour tout le monde, ça se terminera, ça c'est sûr. Ah oui, c'est sûr. Et qu'est-ce que vous pensez de la suite? Sur l'âme. Alors, Je crois que vous pensez que l'âme est immatérielle? Ah bah oui, c'est très complexe. Très complexe. C'est un ensemble de choses, l'âme. Hein. C'est obsessionnel chez moi de savoir que finalement les gens ne disparaissent pas. Et les âmes sont là puisque c'est un mélange d'esprit, de sentiments, d'affect, de cœur, de cerveau aussi, de courage. Ce sont des éléments de spiritualité indispensables à notre survie. C'est un élan vital permanent, l'âme. C'est quelque chose qui nous aide en permanence et qui nous construit d'une manière complètement immatérielle, puisque on ne peut pas discuter, palper et cerner cette chose. En fait, moi, je suis persuadé d'une chose, c'est que l'âme, c'est un ensemble de choses. C'est un agglomérat de spiritualité, de sentiments, d'émotions, d'affects, de choses comme ça qui font que ça ne prend de la valeur que parce qu'elles sont partout, les âmes. Les gens qui sont morts, entre guillemets, qui ne sont plus là, sont toujours là, puisque leurs âmes nous parlent. Vous les sentez? Bien sûr. Elles vous parlent? Ah ben complètement. Tous les jours? Tous les jours. Les gens que j'aime, je parle de mes parents, de ma mère par exemple. Mafalda, je lui parle tous les jours parce que je sais qu'elle est présente partout. Vous savez, pas seulement ma mère, mais tous les gens que j'ai connus qui sont morts, il y en a beaucoup, curieux, il y en a pas mal. Hein. Je leur parle, vous savez, j'imagine tous ces oiseaux qui tournent autour d'un bateau qui revient de la pêche. Il y en a beaucoup qui survolent ce bateau, on pense ça. Les âmes, c'est ça. Elles sont autour de nous. Elles veulent se nourrir de nous. Vous leur parlez et elles vous répondent? Ah ben bien sûr. Mais je suis pas dans un état second de mec qui rentre en transe, en communication avec l'au-delà. Rien à voir. C'est une conversation intérieure, calme, sereine, pleine de chaleur, d'intensité. Donc c'est bon. Moi, ma mère, mes amis, il y a une liste auquel je parle tous les jours. C'est indispensable. Et c'est l'âme, c'est leurs âmes. Leurs âmes est là autour de moi, autour de nous, autour de vous. Cette discussion, elle se fait à des moments précis? Y a-t-il des rituels? Le matin. Oui. Le matin, quand je me lève. Le matin, quand je me lève, je parle à tous ces êtres qui ne sont plus, mais qui sont là. Merci Michel Leb. Mais c'est moi. Pour ce partage d'émotions, de sentiments, d'âme. Je reviens vers vous pour
la conclusion. À tout de suite. C'est gentil. Je suis de nouveau en face de vous, Michel Leb. C'est très bien. Vous avez replié, déplié. Vous changez de position souvent, hein, Oui. avec vos jambes. Oui. C'est ce que Elles j'ai sont trop constaté grandes. lors de l'émission. Comment est-ce que vous avez ressenti ce moment, tout seul face à l'écran, Très agréable. avec des mots que Oui, vous connaissez? Oui, mais c'est à la fois un petit peu déstabilisant et en même temps très, très agréable parce que vous vous sentez complètement libre. Et en même temps, cette liberté, elle peut être gênante. Mais bon. C'était le cas? Pas trop. Hein? C'était gênant pour vous? Ça peut être gênant un Ça petit peu. peut. Ça peut le devenir, mais là, c'était bien, ça va. C'était entre le confessionnal et le cabinet de psy? Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça? Vous connaissez? Et l'un et l'autre? Le cabinet de psy, non. Je suis allé une fois ou deux fois, je ne sais plus. Et le confessionnal, oui, quand j'étais gamin, forcément, j'allais me confesser. Mais c'est vrai que c'est un petit peu ce côté-là, oui. Un petit peu ce côté-là. Vous retournez souvent à l'église? Je vais dans les églises partout. J'adore aller dans les églises, j'adore ça, les églises. Elles sont belles en général, il y a toujours quelque chose de beau, d'émouvant, de serein. On est hors du temps. Il y a un mot qui n'était pas dans votre dictionnaire, si je ne m'abuse, et que vous aimez beaucoup, m'a-t-on dit, le mot harmonie. Oui. C'est votre mot préféré? Oui, fait partie des mots importants. Je ne peux pas travailler dans la discorde et je ne peux pas travailler dans le conflit. Je ne peux pas. C'est pas possible. Si je sens que ça vire à l'affrontement, quel qu'il soit, à un niveau comme c'est, je pars. Je quitte la scène, je quitte l'espace, je sors de la pièce. Je ne peux pas. Je n'aime que l'harmonie. Alors en musique, Voilà, bien c'est le sûr, musicien qui parle aussi. le mélomane plus que musicien, parce que malheureusement, Mélomane. j'étais tellement flemmard. Je vous le dis, flemmard. Je voulais Pour pas. tout, j'ai l'impression. Ah oui, pour tout. Vous avez un talent inné. C'est Eh emmerdant oui, parce que Ça rend paresseux. ça rend paresseux, bien sûr. Je sais pas pourquoi ça passe pas cette histoire-là. Je peux pas avoir des contraintes. Je déteste ça. Alors, le piano, ma mère disait, parce que je passais des heures au piano. Je faisais n'importe quoi pendant des heures. L'improvisation aussi, beaucoup. Oui, Et mais du jazz, du coup. oui, mais quand j'avais 8 ans, 7 ans, je faisais pas du jazz, je faisais bim bam, moi je tapais tout le temps. Alors moi, ma mère m'a dit, on va prendre des cours maintenant, parce que tu joues tout le temps. Il est venu, il est resté 3 fois, et après il s'est barré, parce qu'il a dit, c'est pas possible, il est insupportable. Je supportais pas qu'il me dise, faites comme ci, faites comme ça. Je fais ce que je veux, j'ai envie d'improviser. D'ailleurs, c'est ça le jazz. Hein. C'est ça le jazz. Et c'est ça Michel Leb aussi. Vous faites ce que vous voulez un peu. Oui. Hein, vous avez toujours fait ce que vous vouliez. Toujours. Et j'ai eu de la chance. Et ça a marché. Attendez, c'est grâce à ma femme. Je dis, c'est Béatrice. Merci Béatrice. Béatrice, si elle n'est pas là, je ne suis pas là. Si elle n'est pas dans ma vie, je ne suis pas là où je suis. Quelle belle déclaration d'amour. Ah, mais c'est l'évidence. Je ne discute pas là-dessus, et quand on dit, ah ouais, mais non, c'est comme ça. Elle est ma vie, elle est ma force, elle est mon cap, elle est mon but, elle est mon départ, elle est tout ce que vous voulez. Voilà. Je crois qu'on va terminer là-dessus. C'est très émouvant. Déjà? Et oui, déjà. C'est court. Bon, Béatrice, vous avez beaucoup de chance. C'est à du pot, toi. Ah oui. Merci infiniment, Michel Leb. Pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, allez voir Michel Leb et Francis Huster au théâtre en ce moment. Il y a des nouveautés. Les pigeons, vous n'allez pas vous faire pigeonner, si, un petit peu. Allez, sinon, pour revoir cette émission, vous connaissez l'adresse ktotv.com. À très vite. 1970. Je regarde une fois, je regarde deux fois, si je regarde encore, va y avoir du dégât. On va refaire cette ville, on va mettre son dessus dessous.